Bonjour, bienvenue au Mémorial de la Shoah et bienvenue au Cercle de généalogie. Si vous n'êtes pas adhérent, je vous propose de nous rejoindre. Nous sommes riches de ressources et de gens pour vous aider à bâtir vos généalogies, à connaître vos histoires. Et vous recevoir ici au Mémorial de la Shoah en ce moment où nous sommes dans l'effroi face à la terreur, là-bas et ici, prend un sens particulier. Deux conférences aujourd'hui, celle de Daniel Yankou Agou, puis de Laure Schnapper. Daniel Yankou Agou, vous allez nous parler de ce que vous appelez une égo-histoire, une histoire donc à la première personne, votre histoire, celle d'une enfance à Djelfa, dans le sud algérien. Les dates sont 1945-1962. Vous êtes historienne, directrice de recherche émérite au CNRS, professeur associé à l'Institut du judaïsme Martin Buber de Bruxelles, membre de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier. Vous avez fait tant de publications que le temps imparti ne suffirait pas à toutes les nommer. Pour le thème qui vous occupe maintenant, que nous aurons la joie d'écouter, une enfance à Djelfa, je pourrais citer 14 articles. Nous n'allons pas vous lire, mais vous écouter. C'est à vous, Daniel. Je vous remercie. Je m'inscris tout à fait. Je suis à l'unisson avec ce que vous avez dit en avant-propos. Hélas, j'ai juste aimé venir parler des conditions plus légères après les funestes jours écoulés. Et il est bien que cette conférence ait été maintenue en dépit des circonstances. Alors, Djelfa, j'ai pas du tout l'habitude d'intervenir sur un sujet aussi personnel et intimiste, et c'est de la faute ou c'est à cause de Françoise Darmon qui a insisté tellement. Elle ne voulait pas des Juifs au Moyen-Âge, elle ne voulait pas de ma spécialité, entre guillemets, mais de ma communauté d'origine. Alors, il est vrai que ça touche au plus profond de mon histoire et de mon égo-histoire et de ma personne. Et bon, je vais essayer de répondre à vos attentes. Cependant, ça ne sera pas aussi structuré que ce que j'ai pu faire sur les Juifs de Provence et sur les conversions de Provence, où j'ai travaillé plus d'un demi-siècle depuis 1970. Là, par intermittence, en effet, il m'est arrivé de participer ça et là à des colloques, à des ouvrages collectifs, en particulier ceux récemment publiés par mon amie Leïla Sebar, qui est d'ailleurs originaire d'Aflou, et avec laquelle je suis vraiment en communion d'esprit. Et il m'est agréable de le dire parce son père est musulman et sa mère française, comme on disait à l'époque. Et cette amitié m'est très précieuse. Donc, j'ai écrit ça et là par bribes sur Djelfa et je dois donc à l'injonction pressante de Françoise Darmon de venir vous en parler. Alors, pour vous dire que Djelfa, c'est pas l'oasis de Boussaada ou de la Gouate, mais ça a été créé de toutes pièces par les Français, n'est-ce pas? Ça a été une sorte de poste militaire ou de caravansérail érigé en 1852 par les Français pour faire un avant-poste pour maîtriser les routes du Sud. Et d'ailleurs, on doit à Eugène Fromentin, dans son très bel ouvrage « Un été dans le Sahara », une citation où il dit qu'en 1852, il voit des ouvriers français s'atteler à ériger un poste militaire, une sorte de caravansérail. J'ai mes documents dans la valise, pardon. C'est que je viens de loin, pardon. Pour vous citer Eugène Fromentin, c'est très joli. Je peux dire qu'effectivement, l'ouvrage, nous l'avons au fond de toute
le Eugène Fromentin. Voilà. Et là, c'est un volume collectif. Et d'ailleurs, pour l'illustration de la première page, c'était notre mezouza, c'est notre mezouza familiale qui a été ciselée et faite à Gardaïa d'ailleurs. Donc c'est une mezouza qui était protectrice dans notre maison à Djelfa. Une mezouza, c'est un objet rituel en quelque sorte. Alors, Fromentin écrit, alors son ouvrage avait paru en 1857, a été réédité chez Flammarion en 2009, et dans un chapitre intitulé carrément Djelfa 31 mai, il avait écrit « Nous trouvons ici non seulement des vivants, mais un petit poste de travailleurs français occupé à bâtir un caravansérail. » Donc on en a trace tangible par Eugène Fromentin. Donc Djelfa, un obscur toponyme du Djebel algérien, dont la population en 1930 n'atteignait pas 3000 habitants. À la lisière des marges désertiques, isolée sur les plateaux qui bordent le Haut-Atlas, Djelfa était située à quelques 306 km au sud d'Alger. Donc vous aviez Alger, Blida, Médéa, Bogari, Djelfa. Et d'ailleurs, Djelfa a été le terminus de la voie ferrée érigée par les Français en 1921, n'est-ce pas? Ça n'a pas été plus au sud. Et d'ailleurs, les Juifs de la Goîte, ça c'est une assertion une assertion paternelle qui me vient de mon père. Il m'avait dit que les Juifs de la Goîte avaient jeûné en 1921 tellement ils redoutaient cette pénétration occidentale qui risquait de leur faire perdre leur âme. Il faut dire que les Juifs du Sud étaient à la limite du rigorisme et je vais développer cet aspect-là. Donc, une communauté créée de toutes pièces par les Français et par suite, sa communauté juive n'a eu d'existence que française. 1852-1962, n'est-ce pas? Un siècle de vie juive à Djelfa, dans une bourgade, un village créé de toutes pièces. C'était donc une communauté, si vous voulez, artificielle. Et comment l'a-t-on peuplée? En faisant appel aux musulmans, aux juifs, aux colons. Et pour les juifs, on a fait appel aux juifs des régions situées plus au sud, c'est-à-dire des juifs de Gardaïa, de Tougourt, de Zénina, de Messad, d'Aflou. Et c'était en somme des juifs du Grand Sud, des juifs que l'on pourrait dire entre guillemets mozabites, des juifs du Mzab, lesquels auraient pu être les descendants des fameux juifs du Touat, n'est-ce pas, dont notre ami Jacob Olliel a rapporté, sur lequel Jacob Olliel a fait un très bel ouvrage. Les juifs du Touat. Et les juifs du Touat, ça vous le savez, il y a eu un royaume juif au Touat, Ibn Battuta l'évoque, mais qui a été, ce noyau juif, ce royaume juif du Touat aurait été entièrement décimé et massacré par Ibn Maglili en 1492. Décidément, c'est une date fatidique, 1492, rien à voir avec l'expulsion des Juifs d'Espagne, même si les dates sont concomitantes, il n'y a pas de relation entre les deux événements, mais qui, chronologiquement, se recoupent. Et à la suite de ce massacre, les Juifs du Touat se seraient éparpillés, ça et là, qui à Gardaïa, qui à Zénina, qui à Aflou, à Boussaada ou à la Goîte. Donc, les Juifs de Djelfa, quand j'y vivais, savaient-ils qu'ils pouvaient descendre des glorieux Juifs du Touat? Ça, j'en doute, mais il n'empêche qu'il y a eu des survivances, puisque dans les familles, que ce soit à la Goîte ou à Djelfa, il est arrivé que l'on exprime ce souhait pieux l'an prochain, non pas à Jérusalem, mais à Tamendit, qui était la capitale mythique du royaume du Touat. Donc une communauté créée de toutes pièces, artificielle en quelque sorte, mais une communauté qui a forgé sa cohérence, sa cohésion,
Bon, comme toutes les communautés juives, il y a eu des temps fastes, il y a eu des temps de crise, il y a eu des scissions, il y a eu des clivages, mais tout de même, ce fut une communauté qui n'eut rien d'ankylosé ou de figé et qui s'est constituée bien jusqu'à l'exil, jusqu'au grand départ de 1962. Donc, un siècle de vie juive à Djelfa. Pour ma part, j'ai vécu de 17 ans à Djelfa, de 1945 à 1962, même si les 3 dernières années furent des années de pensionnaire à Alger. Donc la communauté juive était structurée, elle s'était élaborée, et alors je suis très intimidée parce que je suis sûre, cela m'a été dit quand je suis arrivée, il y a la présence de 2 Augustes Djelfaoui dans la salle, que je n'aurais pas reconnus, mais qui, eux, enfin, M. Chichfortiche, ici présent, m'a dit m'avoir reconnu. Il n'empêche qu'on est vraisemblablement du même âge et c'est très émouvant pour moi et même intimidant de parler devant des Djelfaoui, du cru, et j'espère que je ne dirai pas de grosses bêtises. Donc une communauté qui s'est constituée, qui s'est érigée avec 2 lieux de culte. Hein, quand il y a une communauté juive, il n'y a jamais un seul lieu de culte, il y en a toujours 2, voire 3. Là, il y en avait 2. C'était la synagogue plus anciennement implantée, la synagogue dite des Elbaz, n'est-ce pas? Et une synagogue qui s'est formée en 1908, je pense, la synagogue Agou. Donc 2 lieux de culte. Il n'y avait pas de quartier juif spécifique. Les plus nantis pouvaient avoir pignon sur la rue principale, qui s'appelait la rue Bois-Guilbert, où moi j'ai habité. Et sinon, les Juifs vivaient mêlés aux populations environnantes. Il y avait 2 mikvaot, 2 bains rituels situés dans les 2 hammams de la ville, lesquels hammams, il y en avait un qui était près de la synagogue Elbaz, et très logiquement, la jante féminine de la synagogue Elbaz pouvait aller au hammam et donc au mikvé voisin, et semblablement pour les personnes qui voulaient aller au mikvé qui se trouvait, je crois, sur la place au marché, près de la place du marché, et les juifs de la communauté Agou pouvaient aller dans ce mikvé-là. Pour l'approvisionnement en viande dite de loi, la viande cachère, il n'y avait pas de boucherie juive, mais un étal qui débitait de la viande cachère. Il suffisait que la viande soit estampillée cachère pour être licite. Que vous dire encore? Il y avait évidemment le cimetière juif qui était situé extramuros, à l'extérieur des remparts. Il y avait un appareil caritatif très complet, l'aide aux nécessiteux, le fonds pour aider les jeunes filles pauvres à marier, la confrérie du dernier devoir, la Evra Kadisha, et par conséquent, c'était une communauté qui se suffisait. On inhumait sur place, on consommait sa viande sur place, et on pratiquait les fêtes de façon somptueuse, les temps festifs, scandés l'année de façon très scrupuleusement suivie, avec un faste et une rigueur. Il était impensable à cette époque, à Djelfa, de profaner le Shabbat. Les boutiques fermaient le vendredi en début d'après-midi et rouvraient le dimanche matin. J'ai pu écrire dans une évocation. La première étude que j'ai pu faire sur les Juifs de Djelfa a été publiée en 1982 à l'Institut Ben-Zvi au cours d'un colloque dirigé par Michel Abitbol sur les communautés juives des marges sahariennes du Maghreb. Ça avait donc paru à Jérusalem, et à la suite de cette publication, j'en avais fait une mouture plus grand public qui avait paru dans Information juive. Et j'avais dit la chose suivante,
à propos de la pratique du Shabbat. Pardon, j'émerge d'une mauvaise semaine de Covid et il y a des séquelles au niveau de la gorge. Autre temps, autre époque, bouffée de souvenirs. Je revois la valse des plaques chargées de galettes et de biscuits, allant et venant tous les jeudis des demeures juives au four du boulanger. Le vendredi matin, dans une agitation tout aussi fébrile, la même valse reprenait pour le pain du Shabbat, cette fois-ci, qui requérait les vigilantes attentions des maîtresses de maison. C'est que la réputation de ces ménagères appliquées se forgeait au four local. Dans la rue Bois-Guilbert, où se situait le four, la ronde incessante de ces odorantes fournées contrastait avec la somnolence du jour suivant, lorsque le repos shabbatique, merci beaucoup, respecté, endormait la ville dès le vendredi après-midi. À la raconter, tout me paraît irréel, brumeux et pourtant si clair. Pour vous dire que le village sommeillait le samedi en raison de toutes les boutiques fermées des Juifs et de la pratique très consciencieuse du temps et du repos shabbatique, et des temps synagogaux, scrupuleusement observés aussi par ces Juifs du Sud. Que vous dire encore? Donc, ce que je vous rapporte provient évidemment de souvenirs personnels et familiaux, mais étayés quand même par la lecture de rapports annuels sur l'annexe de Djelfa que j'avais dépouillé, mais il y a longtemps, dans les années 1980, aux archives d'outre-mer d'Aix-en-Provence. Donc l'origine des familles habitant Djelfa, je vous l'ai dit en général, je peux vous le dire en particulier. Par exemple, d'Aflou provenait la famille Selam, Brahim Selam, de Boussaada les familles Bedji, Chichportiche, Jacob, Léon, arrivé à Djelfa dès 1900, Elbaz, Kalfa, arrivé en 1910, ou Selem. De Gardaïa, les familles Atiya, Karalou, Elbaz, de Laguat, les familles Partouche et Kakou, avec tous les dérivés, Zenou, Bi-Zenou, Lalou, Agou. De Messaad, les familles Guémam, de Zénina, les familles Zenou et Partouche. Du Maroc, les familles Dahan, El Ghozi, Touitou. Touitou, Touat, Touitou. L'origine, là, on a la trace tangible de l'origine émanant du Touat. Les communautés du Nord, entre guillemets, étaient représentées par des épouses. Il y avait par exemple la fille Zermati de Berwaguilla, qui était l'épouse de Michel Agou, ou la fille Chiche de Blida, qui était l'épouse de Marcel Agou. Quant à ma digne mère, elle venait de Médéa, et d'ailleurs, dans notre légendaire familial, dans notre vécu familial, elle s'enorgueillissait très fortement de cette origine, entre guillemets, nordique. Elle n'était pas une juive du Sud, mais elle venait du Nord. En plus, elle était claire aux yeux bleus, et donc c'était tout à fait tangible, elle était différente, elle se voulait différente. Il y avait aussi la famille Darmon de Médéa, avec son médecin qui s'était installé à Djelfa. Et je dois vous dire que dans cette petite communauté, cette étroite communauté qui respectait la loi de façon très consciencieuse, des mariages intercommunautaires, des mariages mixtes, nous dirions, on a pu les compter sur les doigts d'une seule main. Et il y avait parmi les quatre unions mixtes, celle du Maxime Darmon, médecin, dont l'épouse s'était convertie au judaïsme et qui a exercé le métier d'institutrice à Djelfa. Donc, une évaluation, au moment de son temps le plus faste, on a pu compter à Djelfa entre 550 ou 600 individus. Donc, ce n'était pas une énorme communauté, mais tout de même, quand on pense que c'était une communauté créée de toutes pièces, voilà, c'était le chiffre que j'ai pu établir à l'époque. Alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est que dans les rapports des administrateurs français, quand on compte la population de la commune mixte de Djelfa, en 1907 par exemple, on évalue 357 Français, 97 Israélites,
on ne disait pas juifs, on disait israélites, 105 étrangers et des sujets français indigènes et kabyles, 1680. Et les chiffres évoluent. Et le moment où il y a le plus d'Israélites naturalisés, c'est en 1921, avec 572 Israélites naturalisés, dit le document. Les rapports des administrateurs évoquent aussi la scolarisation, et on peut observer que dans la frange juive, dans la population juive, il y a un effort de scolarisation très soutenu par rapport, par exemple, à la population musulmane. Et dans les statistiques, cela baisse, évidemment, vous pouvez l'imaginer, en 1942, quand, en raison du numerus clausus, pour le contingentement des élèves juifs dans les écoles de l'annexe, le document dit 38 élèves juifs ont été éliminés au 1er janvier 1942. Et d'ailleurs, parmi lesquels il y eut mes 2 frères qui furent exclus des établissements publics en raison du numerus clausus et de la politique de Vichy, du régime de Vichy. Et d'ailleurs, à ce moment-là, la synagogue Agou a ouvert les locaux du Talmud Torah, a rémunéré des enseignants juifs qui eux aussi étaient exclus, de façon à ce que l'enseignement puisse être poursuivi et prodigué. Et à la suite de ce travail parallèle, organisé par la communauté juive, Moïse Agou a eu les palmes académiques sous le gouvernement de Mendès France, parce que l'éducation a été sauvegardée. Des métiers et des hommes, les professions qui s'exerçaient dans cette petite communauté du Grand Sud, du fin fond du sud de l'Algérie, c'est très facile à définir. 2 importantes familles rivalisaient dans la même profession, le gros négoce, les denrées coloniales, céréales, semoule, farine, laine, peau, charrue. Propriétaires d'immeubles, les uns étaient plus anciennement installés, les Elbaz, les autres, depuis le début du siècle 1908, les Agou, lesquels assumaient l'office de correspondant de banque et le poursuivront jusqu'au 20 juin 1962. Mais la dominante était faite de bijoutiers. Là, ça renvoie aux bijoutiers de Gardaïa, de Boussaada. C'était les frères Atiya, Haïm Karalou, juifs mozabites surtout, tous concentrés sur la place du marché dans leur petite boutique. Venaient ensuite les cordonniers, Shalom Partouche, avec ses 3 frères, dont la boutique se trouvait tout près de la mosquée, j'en ai le souvenir très vif, Isaac Zenou et Jacob Chichportiche. Ce dernier arrivait très tôt à Djelfa et à la réputation bien assise. S'il y a des coquilles ou des erreurs, vous me corrigez, n'est-ce pas? Des ferblantiers, Nessim Touitou, Pérez Elbaz, Daoud Elbaz et Naïm Zenou. Les épiciers, parmi eux les Kalfa, Abraham, Joseph et Israël. Plus tard, dans les années 1949, s'installèrent Jacques Selem et Brahim Selam, dont les magasins se jouxtaient en fait carrément dans l'avenue centrale. Il y avait les teinturiers qui teignaient les laines pour la confection de tapis, 2 à 3, Abraham Touitou et Pérez Elbaz, des menuisiers avec Léon Chichportiche, sa grande menuiserie, et la menuiserie de d'Ahan, qui jouxtait d'ailleurs la boutique de mon père, des meuniers, 2, dont des Elbaz, un photographe horloger, des coiffeurs, dont Marcel Bedji, gendre de Michel Agou, des cafetiers, alors c'était des cafés-bars à la française. Alors, il y avait le café d'Auguste Elbaz, situé près de la caserne, à l'entrée de la porte de la Goîte, et qui datait de 1902, des fonctionnaires de la commune, très peu nombreux, des secrétaires de mairie, pas nombreux non plus, M. Balouka, qui aujourd'hui est installé à Strasbourg. À l'hôpital, il y avait la fille Bizenou, dont le père était fonctionnaire à l'entreprise des cars Boukamel. Une enseignante, pas de policiers juifs, pas d'officine juive, pas d'avocat juif. Il y avait un seul médecin juif originaire de Médéa, Maxime Darmon, qui s'était installé à Djelfa en 1935 et qui était très versé en matière juive. Je dois dire qu'il a mis au monde presque tous mes frères et sœurs. Un propriétaire de cinéma, Auguste Elbaz,
dont l'épouse assumait l'ouverture de la salle. Ce cinéma, le Rex. J'ai le souvenir de ce cinéma, l'unique à Djelfa, au balcon de ciment, dans la salle très pauvre, glaciale, où résonnaient les fauteuils de bois. Et il a été projeté toute la gamme des péplums, des films à l'eau de rose, des westerns, mais bon, c'était une ouverture sur l'extérieur. Moi, tous les jeudis après-midi, dans ma petite enfance, j'allais avec ma digne mère au cinéma. Arrivé à Djelfa en 44-45, un couple d'étrangers que l'on appelait les Tripolitains. L'époux, père de 9 enfants, fut accueilli dans la synagogue à Gou, où il occupa la charge de bedeau, et l'épouse fut masseuse au hammam de la place du marché. Et je me souviens d'elle, elle était claire, elle se distinguait des autres dames. Alors, dans cette petite ville façonnée par l'arrivée des Français, on aboutit très vite à la juxtaposition de 3 mondes, 3 confessions, vivant dans une certaine entente et en tout cas dans le respect des différences. Et ça, ce souvenir, bon, je suis née après la guerre, mais j'ai ce souvenir d'une vie tranquille. J'ai quitté Djelfa adolescente, le 20 juin 62, en prenant l'avion de La Goâte. Je n'ai pas connu les engorgements de la capitale, d'Alger, et j'ai le souvenir d'une douceur de vivre inégalée depuis. Le temps était véritablement suspendu et la dimension juive pleinement vécue dans un conservatisme étroit. Il était impensable de profaner le Shabbat, chacun fermait sa boutique dès le vendredi après-midi, je l'ai dit, et rouvrait le dimanche matin. De la sorte, la ville sommeillait le samedi. 3 mondes se côtoyaient, vivant parallèlement, chaque collectivité selon sa propre spécificité, avec à l'intérieur de chaque groupe les stratifications sociales habituelles entre riches et pauvres. Les différences sociales, d'ailleurs, existaient de manière marquée. Les fêtes respectives s'échelonnaient dans la tolérance réciproque. Et j'ai pu écrire, si j'essaie de ne pas sublimer, mythifier, si j'essaie d'oublier ce sud du monde où rien n'arrivait, j'exagère un peu, son paysage sauvage et vide, ses échoppes illuminées sur la place du marché, ses étals sanglants des boucheries, ses épiceries où l'on trouvait entre les pains de sel, les martinets et les savons, des robes d'enfants, son odeur d'arbres, de troupeaux et d'épices, sa musique diverse, le chant des muezzines, les clairons des cours de caserne, le canon tonnant dans le crépuscule rose des soirs de Ramadan, ses rues ensablées sous un soleil insoutenable de mica, si je veux être objective, force m'est de constater que malgré tout, 3 mondes se côtoyaient, certes dans le respect mutuel, mais demeuraient des mondes opaques et fermés. Donc en ce sens, quelques traits saillants méritent d'être rappelés. La société restait fortement cloisonnée, 3 mini-sociétés se jouxtaient et les passages de l'une à l'autre, sauf dans le domaine de la vie publique et des affaires, étaient vécus comme de véritables transgressions. Et de ce fait, ils étaient rares. Je peux compter à Djelfa 4 unions interconfessionnelles, soit en un siècle 4 mariages mixtes qui ont fait date dans la mémoire des juifs djelfaouis. Évidemment, entre juifs et chrétiens uniquement. Alors, il y a eu le mariage d'un El Ghazi qui, à la suite d'une altercation un jour de Kippour, à la synagogue El-Baz, on lui avait reproché son épouse non juive. Il avait piqué dans sa dignité, il avait commandé un Sefer Torah à Boussaada et ouvert un oratoire très vite dans le centre de Djelfa qui va devenir par la suite la synagogue à Gou. Il y a eu le mariage de Lévi Shbat, notable de la communauté, qui épousa une chrétienne après avoir divorcé d'une juive, le mariage de Maxime Darmon, dont j'ai parlé, le médecin. Donc, on constate tout de même que ce sont des membres influents de la communauté qui se sont autorisés à transgresser l'ordre établi. Et le 4e mariage fit entrer, ça c'est dans la mémoire collective, hein, quand j'ai interrogé autour de moi, on m'a raconté cela. Le 4e mariage fit entrer dans la collectivité juive un conjoint non juif, cette fois-ci, qui embrassa promptement le judaïsme. Il s'agit d'un sultanat originaire de Malte qui arriva à Djelfa en 1920. Mécanicien chauffeur, il s'était épris d'une fille qui exigea sa conversion. Il y consentit et fut circoncis en 1934 à l'âge de 47 ans. Il se fit remarquer par une piété notoire,
devenant vite membre de la Evra Kadisha, association des membres du dernier devoir. Il y a quand même eu des moments de crise en un siècle, ponctuels mais révélateurs d'un antisémitisme latent, toujours prompt à se manifester, de griefs refoulés qui ne demandaient qu'à être exposés au grand jour. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, on constate dans les rapports annuels l'émergence de poncifs et de préjugés anti-juifs. Par exemple, dans un rapport en 1940, les indigènes imputent à la fatalité la responsabilité des événements, mais un bruit circule aussi, suivant lequel les Juifs seraient les artisans de la défaite. Après Mers el-Kébir, il se produisit un mouvement d'hostilité nette à l'égard de l'Angleterre, dont tous les actes sont, dit-on, guidés par des intérêts juifs. L'annonce de la constitution d'un gouvernement placé sous l'autorité du maréchal Pétain est accueillie très favorablement. Les sentiments à l'égard de ce nouveau gouvernement ne tardent pas à devenir de l'enthousiasme dès l'apparition des mesures destinées à libérer le pays de l'invasion étrangère et du sémitisme. Et en octobre, les mesures prises à l'égard des Juifs déchaînent chez les indigènes une joie générale et non dissimulée. Des prières sont prononcées dans la mosquée pour le maintien du gouvernement actuel. Quant à la communauté juive, elle, comme toujours, elle essaye de se faire oublier, profil bas, ne point irriter, modération, prudence prônée par les dirigeants communautaires des minorités. Et les administrateurs français notent la population juive, par sa passivité, cherche à éviter toute friction avec la masse indigène. Aucun incident n'a été signalé. Et en 1941, on avait pu relever, je vous l'ai dit, le renvoi des élèves juifs, je cite, en application du numerus clausus pour le contingentement des élèves juifs, dans les écoles de l'annexe 38 élèves juifs ont été éliminés au 1er janvier 1942. Donc là, ça a été un moment ponctuel de crise, de friction, qui apparaît sous la plume des administrateurs français. Et puis, ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a eu des camps d'internement à Djelfa, dans les années 41-42. Ils étaient situés au-delà des remparts et y étaient internés des prisonniers politiques français, des Juifs, comme Bernard Lecache, des Tchèques, des Polonais, des Espagnols républicains qui avaient fui l'Espagne franquiste, des communistes français. Et de nombreux Juifs se trouvaient parmi eux. Ces camps étaient gardés par des goumiers sous les ordres du général Caboche, qui commandait le camp et qui était particulièrement cruel. J'ai toujours entendu, j'avais écrit ça en 1980, j'ai toujours entendu raconter à la table familiale les enterrements poignants de prisonniers juifs, enterrements qui se pratiquaient à la sauvette, avec un kaddish lu par ces juifs du Sud et ponctué dans les froids insoutenables des hivers djelfaouis par les lamentations des prisonniers ashkénazes. C'était une liturgie neuve, étrange et bouleversante qu'appréhendait dans le malheur cette petite communauté juive du Sud algérien. Alors, j'écrivais ça en 1980. Et la chance aidant, j'ai pu rencontrer un interné du camp de Djelfa, grâce au professeur Simon Schwarfuchs de l'université de Bar-Ilan, qui est un ami, et qui un jour m'a écrit en me disant « Djelfa vous rattrape ». Benjamin Lubelski, juif polonais, a été interné à Djelfa et a écrit un petit livre en yiddish sur les camps. Je vais vous donner le titre. Et il a fait un chapitre carrément sur sa présence à Djelfa dans le camp d'internement. J'ai pu le rencontrer à Jérusalem en 1996, dans des moments difficiles, parce que j'avais un frère qui se perdait, un frère qui a été ambassadeur d'Israël. Je le dis non pas par forfanterie, mais parce que c'est un juif de Djelfa. Et un juif maghrébin accéder au poste d'ambassadeur, surtout à cette époque, c'était pas du tout très fréquent. Ça a été, si vous voulez, le tzaddik de la famille. Et hélas, en 1996, j'étais à Jérusalem avec mes sœurs parce qu'ils se perdaient, et j'ai eu l'occasion de rencontrer Benjamin Lubelski, ce juif qui a été interné dans le camp de Djelfa. Et dans son chapitre sur le camp de Djelfa, il raconte le décès, le comportement d'un juif allemand, Spielgarn, qui finit par mourir à Djelfa.
Et à un moment donné, ces obsèques sont organisées dans le cimetière juif de Djelfa. Et ce fut l'occasion de la rencontre tout à fait étrange et insolite avec un petit noyau de juifs djelfaouis. Donc on a eu des juifs du camp, blonds, clairs, aux yeux bleus, ashkénazes, entre guillemets, qui se sont trouvés dans le cimetière de Djelfa pour l'inhumation d'un juif allemand. Ils se sont trouvés face au rabbin de Djelfa et un petit noyau de juifs observants de Djelfa. Donc il a raconté ça de façon très, très pertinente, très, très intéressante. Et je vais vous lire ce qu'il en dit. Les juifs locaux de Djelfa. Alors, il raconte que Spielgarn était un juif allemand très suffisant et que dans les cas d'internement, dans ce genre de situation, il vaut mieux être solidaires les uns des autres. Tandis que Spielgarn était fanfaron, insupportable, désobéissant, même quand il a été malade. Il ne suivait pas les prescriptions qu'il aurait dû suivre pour son alimentation, pour ses soins, etc. Bref, il en a perdu la vie. Et Lubelski raconte ceci de façon extraordinaire. Alors, à un moment donné, le témoignage de l'interné Lubelski, écrit après-guerre, bien sûr, avec du recul et peut-être un peu dénaturé par les failles de la mémoire, a le mérite d'évoquer des individus de chair et d'os avec leurs travers, leur physionomie et des traits de caractère exacerbés dans une situation hors norme, presque surréaliste si elle n'était pas cruelle à gérer, à surmonter comme chacun pouvait. Dans une écriture du souvenir, Lubelski s'est étendu sur l'épisode d'un enterrement d'un détenu dans le cimetière juif de Djelfa, Spielgarn, l'infortuné défunt. Spielgarn, c'était selon Lubelski un juif allemand suffisant et de mauvais caractère. Je cite: « Spielgarn ne nous aimait pas. Nous étions pour lui des gens peu cultivés, sauvages, que sais-je, des juifs polonais. Lui, Spielgarn, était un juif allemand. Il nous regardait de haut, plein de reproches contre nous. Dieu sait que ce n'était pourtant pas de notre faute s'il se trouvait avec nous dans ce camp. En Allemagne, il avait été un citoyen honorable. » Et des détails mettent en situation. En 1940, il était arrivé dans un camp de concentration à Berwaguilla. Et de là, il était venu avec un petit groupe dans notre camp de concentration, à 300 km au sud d'Alger, dans le Sahara, aux confins du Sahara, à Djelfa. Spielgarn habitait une des 2 baraques de briques qui se trouvaient dans le haut du camp, dans ce que nous appelions en yiddish la baraque de Brenner. Brenner était un avocat viennois affirmant constamment son judaïsme, ce qui ne plaisait guère à Spielgarn, qui se tenait à distance. Ses relations étaient quelque peu meilleures, mais non fraternelles, avec Surkis et Goldcrow, avec lesquels il avait servi dans la Légion. Un homme difficile, disaient Surkis et Goldcrow, en haussant les épaules, toujours en colère et grimaçant. Et Lubelski poursuit. Il est des moments et des lieux où on ne peut rester seul. Il ne faut pas rester seul. Ensemble, on arrive à se tirer d'affaire, à mieux supporter les difficultés. Une grande partie des internés des camps n'ont pu y résister que grâce à leur solidarité. Cela, Spielgarn ne le savait pas ou ne voulait pas le savoir. C'est pourquoi il a dû payer le prix fort et il est tombé malade de la jaunisse. Et il est transféré à l'infirmerie, un genre d'hôpital provisoire à Djelfa, dans ce camp. Et Lubelski raconte: on n'y recevait pas des pigeons farcis, mais on pouvait y rester au lit sans avoir à se lever à l'appel de 7 heures du matin ou se rendre au travail. On recevait le repas au lit sans devoir attendre dans les rangs, la gamelle à la main, quand au bout de quelques jours on avait quitté l'infirmerie, des camarades apportaient plusieurs fois par jour du thé chaud. Ce thé, c'était du thé préparé avec des noyaux de dattes, noircis au feu et écrasés. Avec un peu de sucre, on arrivait à le boire. On est à Djelfa, dans le Grand Sud. Et dans ce camp se trouvait aussi le fameux Max Aube, AUB, poète espagnol, d'origine juive d'ailleurs, mais il s'en fichait de son judaïsme. Et Aube raconte aussi, a écrit des poèmes magnifiques, et il raconte lui aussi le thé de dattes, l'eau noirâtre, surnommée café, décrite par Aube,
Et dans ces deux témoignages est évoqué le casse-croûte. Aube écrit, épitaphe à un compagnon décédé. Affamé tu étais, pâture tu es. Tu n'as plus besoin de casse-croûte, car tu as perdu le combat. Tu étais dans un triste état. 1 mois, 2 mois, 10 et out. Bon, bref, Spielgard va mourir et la rencontre avec les Juifs de Djelfa, elle est savoureuse. Si vous permettez, je vous la livre. Alors, il raconte donc le cimetière juif de Djelfa, ou plutôt le cimetière israélite. Et je cite, « À présent, nous, un groupe de 10, en 5 rangs de 2, surveillés par un goumier, nous avancions vers le cimetière juif, ou plutôt, comme on disait ici, vers le cimetière israélite. Ce cimetière, entouré d'un mur, se trouvait à mi-chemin de notre camp et de la ville. On y accédait par une petite porte, tout à fait comme l'entrée du vieux cimetière juif de la ville de ma naissance. J'en ai d'ailleurs tout de suite respiré l'air frais. Les hêtres sveltes m'ont immédiatement rappelé les hêtres qui murmurent une prière silencieuse, et les lettres hébraïques des pierres tombales m'ont apporté le salut de ma ville natale si lointaine, du feu dans la cheminée, du rébé, rabbin en yiddish, avec les enfants. Ce cimetière des confins du Sahara ne m'était point étranger. Il s'avéra, poursuit-il, que Spielgard avait déjà été enterré. Il fallait seulement égaliser la terre de la tombe sous la surveillance du rabbin local qui procéderait aux prières d'usage. Dans la vie du camp, nous avions déjà fait toutes sortes de travaux, mais cette fois-ci, nous fûmes chargés d'un travail qui relevait indubitablement de la Evra Kadisha. Alors Lubelski rapporte comment, en attendant le rabbin, ils se dispersèrent dans le cimetière. Pour eux, c'était une sortie insolite et étrange, mais qui les remuait. Ils se dispersèrent dans le cimetière pour y jeter un coup d'œil, y trouvant les mêmes matzevot, avec une particularité, le rappel de l'appartenance à la confrérie, la Evra Kadisha, lorsque le défunt était Haver. Un tel rôle était un marqueur social important. Il restitue la conversation nouée avec une jeune fille, habillée à l'européenne, qui faisait de l'ordre près des tombes. Les bougies non consumées, nerfs tamides ou lumière permanente autour de la tombe du rabbi, puis l'arrivée progressive de juifs en burnous, sans barbe, moustachus, à l'orientale. Ce sont les juifs djelfaoui. Avec humour et décrit un dialogue avec un sourd muet qui parlait aussi fort que 10 beaux parleurs et dont les gesticulations politiques et naïves leur furent traduites par un jeune adolescent de 14 ans. Tout d'un coup, le groupe se ranima. Un juif robuste, pareil à un juif de la rue Nalewski, rue marchande de Varsovie, habillé d'un burnous arabe, coiffé comme le maïmonide des gravures, s'approcha vivement de nous. Le rabbin était arrivé. Il sourit. C'était lui qui avait demandé qu'on s'occupe du mort. La démarche du rabbin est pleine de sens. Il a voulu faire sortir ces juifs internés. Sa présence imposa le respect à tous les présents. Même notre gardien, près de la porte, s'était dissimulé dans quelques recoins. Rabbin ou non, il était pour nous le spectacle d'un juif libre. Bouffé de satisfaction, de revanche et d'espoir, raconte Lubelski. Nos amis s'adressèrent à lui avec quelques mots d'hébreu. Le rabbin en fut tout remué et déborda de bonheur. Il posa la main sur la tête de quelques-uns d'entre nous, toucha de la main, caressa, nous salua d'un large « Shalom Aleichem » et tendait la main à chacun de nous. Il nous expliqua de quoi faire. Jeter quelques pelletées de terre, égaliser la tombe. Nous nous exécutâmes rapidement. Et maintenant, il n'était pas facile de comprendre son hébreu, mais nous y parvînmes. Il voulait que l'on dise un El Molé Rachamim. Nous nous regardâmes les uns des autres. Nous savions de quoi il s'agissait, mais qui savait le dire? « Je vais le faire, déclara Zettner, l'ancien infirmier de la brigade Dombronsky. Il s'écarta de nous. Pourquoi? Je n'ai pas compris jusqu'à ce jour. Et chanta El Molé Rachamim par cœur, sans se tromper. Nous en restions bouche bée. Zettner, récite le Kaddish, si tu es capable, lui jeta Yankele Roche. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je ne sais pas? Et Zettner ne se laissa pas troubler. Il récita le Kaddish, que des années de combats révolutionnaires, de prison, de guerre en Espagne et de camp n'avaient pas réussi à effacer de sa tête d'habitué de la synagogue. La suite est savoureuse. Étonnement complice lorsqu'un camarade de camp se mit à chanter, sur l'injonction du rabbin, les chants appropriés, ponctués d'Amin, Amin, des juifs djelfaoui,
qui disaient « Amin, Amin », pour Amen, n'est-ce pas, à tout bout de champ, quand il ne fallait pas, comme s'ils désiraient confirmer que tout était pure vérité. L'émotion générale qui les saisit tous, détenus ashkénazes clairs aux yeux bleus et juifs djelfaouis originaires du Mzab, ou lointains descendants d'ancêtres glorieux du Touat, bruns, moustachus à l'oriental, tous intrigués les uns des autres, si proches dans leur judéité et si étreints par une ardente empathie. Les juifs de Djelfa s'essuyaient les yeux et nous jetaient des regards pleins d'amour et de fierté. Lubelski termine sa narration en soulignant, je cite, « Le régime du camp allait s'adoucir après le débarquement des Alliés. Nous reçûmes même leur autorisation de nous rendre dans la petite ville et nous visitions souvent les Juifs de Djelfa. Nous nous liâmes d'amitié avec beaucoup d'entre eux, mais pas pour longtemps. 7 mois après le débarquement, les Alliés anglo-américains décidèrent de nous libérer, nous, les anciens des brigades, et de nous laisser quitter le camp. Nous partîmes et nous dispersâmes, les uns en Algérie, les autres en France, d'autres en Israël, d'autres encore plus loin. Max Aube partit, lui, à Mexico, où il tenait à achever sa carrière littéraire et poétique. Spielgarn, conclut Lubelski, resta dans le cimetière juif de Djelfa, dans la terre du Sahara. Alors, je me suis attardé sur ce matériau documentaire que j'ai publié en 2006 dans la revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, parce que ça raconte bien sûr la vie du camp et ses moments tragiques, mais ce document a laissé aussi deviner en filigrane, en touches délicates et subtiles, la collectivité juive locale, observée par un œil ashkénaze, un coreligionnaire venu d'ailleurs, un combattant des brigades internationales, et ceci en hiver 1943, dans le froid, dans un lieu de sépulture à la fois étranger et familier. Donc c'est comme ça que Spielgarn, témoin silencieux de la tragédie du camp, repose dans le cimetière israélite de Djelfa, à l'instar de la trentaine d'autres défunts inhumés à Djelfa et dont les 18 Espagnols morts et enterrés recensés par Max Aube lui-même. Et j'ai fait un article sur ces détenus ashkénazes du camp de Djelfa et les juifs locaux, et au moment où je terminais cet article, j'ai reçu un courriel tombé du ciel canadien, Mike Street, un correspondant providentiel, qui me disait avoir lu l'article sur être expulsé ou interné à Djelfa au siècle dernier, et il me demandait s'il y avait un docteur Levinson parmi les internés. Et je me suis reporté à l'ouvrage de Jacob Oliel. J'ai retrouvé Michel Levinson et il m'a envoyé ce qu'il a trouvé, ce qu'il a acheté aux enchères au Canada. C'était une enveloppe de la lettre de M. Levinson envoyée du camp de Djelfa. On voit Dr Levinson, camp de Djelfa, Djelfa, 1942. C'est très émouvant et c'est une preuve. Ah, ben, ça peut. Alors, j'ai parlé du camp d'internement. J'ai eu la chance de rencontrer un interné en 1996, qui est mort en 1998, de publier son texte. Il m'avait écrit très solennellement « Je vous permets la publication de mon texte dans la revue de votre choix », et il appelait ça « Le mariage à trois ». Le professeur Simon Schwarfuchs, qui nous avait fait nous rencontrer, lui l'interné et moi la juive Djelfaoui. Et donc c'était une chance d'avoir pu publier ce document qui a été un document inédit. Mais sachez aussi, et les juifs de Djelfa ne le savaient pas, et ni les miens, ni ceux qui ont vécu avant, ni ceux qui sont présents ici, c'est qu'il y a eu un prince khmer qui a été relégué à Djelfa à la fin du XIXe siècle. Parce que Djelfa était un espace isolé et lointain, propice à des exils ou à des internements. Et ce prince khmer a débarqué à Marseille en 1893 et il a été dirigé vers Djelfa, où il est mort en 1897. Il est mort
par manque de poissons, par la monotonie désespérante de Djelfa. Et il se plaignait de la température. Et vous pourrez me poser des questions, ce n'est pas tellement le sujet. Et à propos de la monotonie désespérante de Djelfa, cela rejoint un peu le contenu d'un texte de Jules Roy qui a donné cette appréciation dans son ouvrage « Mémoires barbares », publié chez Albin Michel. Je cite Jules Roy. « Dans la nudité des hauts plateaux, comment pouvait-on vivre à Djelfa ? Djelfa, c'était une rue principale, une caserne, une église, quelques masures du Far West, des hangars pour emmagasiner les charretées d'Alpha, dans le lointain des troupes de gazelles que des imbéciles chassaient et des vols tournoyants de migrateurs. Pouvait-on espérer quelque chose à Djelfa ? Pas un arbre, le vent soufflait toute l'année. » Alors, ces appréciations sur un Djelfa peu attrayant, voire désespérant, avaient un peu heurté la Djelfaoui que je suis. Bon, j'y ai vécu, bien sûr, à une époque plus tardive, où les conditions de vie s'étaient améliorées, mais moi, je peux affirmer que l'enfance à Djelfa, il est vrai que pour ma part, elle est liée aux splendeurs de l'enfance, et à l'époque où les témoins de cette enfance étaient présents, mais vivre à Djelfa pouvait être porteur d'espérance. C'est ce que l'on porte en soi. Et vivre à Djelfa, à Aix ou ailleurs, l'important, c'est ce que je pense, c'est ce que l'on a en soi. Voilà sur ce moment de crise à Djelfa où il y a eu des camps d'internement et la communauté juive en a été témoin. Et il y a eu ce document magnifique de Benjamin Lubelski. Il y a eu aussi un autre moment de remous à Djelfa, eh bien, lors de la création de l'État d'Israël, évidemment, en 1948. Je cite le rapport annuel de 1949. « Dans le milieu israélite, nous avons enregistré une attention soutenue à l'égard de la question palestinienne. » Décidément. La constitution du nouvel État d'Israël, sa reconnaissance de facto par les grandes puissances, ainsi que son admission à l'ONU, ont constitué des événements qui ont eu le préjugé évidemment très favorable. Les autorités françaises relèvent la satisfaction des Juifs devant cet événement et constatent leur discrétion. Aucune extériorisation ne s'est produite. Les Israélites ont évité, par des manifestations spectaculaires, de mécontenter leur clientèle musulmane, leurs amis musulmans, et les relations sont restées normales. Ainsi, dans la crainte, comme en 1940-42, comme dans la satisfaction, en 1948, la collectivité juive observe une scrupuleuse réserve. Elle veut se faire oublier et en aucune façon irriter. Et à ce moment-là, vous étiez encore à Djelfa, n'est-ce pas? Ah ben oui, moi oui. Ben, j'avais 3 ans, donc je n'ai pas souvenir de ces événements. Et l'administrateur français poursuit dans son texte, M. le grand rabbin Eisenbet, ainsi que M. Chouraki, secrétaire général adjoint de l'Alliance israélite universelle, ont pris contact avec la colonie de Djelfa en mars pour le premier, en avril pour le second. Et les divergences de vues telles qu'elles s'expriment à l'intérieur du groupe juif n'échappent point aux observateurs chrétiens. C'est à ce niveau du rapport que l'administrateur Petit-Jean, vous devez vous souvenir de Petit-Jean, fait état, je cite, des divergences de vues sionistes chez les premiers, traditionnalistes pour les seconds, en évoquant les 2 clans, Agou et Elbaz. Est-ce qu'il y a eu une vague d'émigration à ce moment-là? Il semble que oui. En décembre, quelques éléments partis pour la Palestine sont rentrés, déçus de n'avoir pas obtenu l'autorisation de s'installer dans leur profession d'artisans et mécontents de s'être vus refoulés parce que refusant de travailler la terre. Il semble que ce fut la famille Karalou, de cordonnier, qui tenta de faire son alia. En fait, avant 62, il n'y eut guère de départ pour Israël. Bon, je ne vais pas égrener les individus qui sont partis ça et là.
Dans l'article de 1982, je clôturais ce texte en disant que la petite communauté juive d'El-Faoui, qui m'a été permis de connaître et qui conserve pour moi tout le relief de l'enfance, fut dynamique, cohérente avec ses problèmes et ses passions. Elle fut également, et il me plaît de conclure sur cette dimension, une communauté généreuse et ouverte aux difficultés de coreligionnaires lointains en détresse. Ce potentiel de sensibilité et d'émotivité est assurément une de ces vertus des Juifs du Sud, dont la chaleureuse exubérance savait être tangible et efficace. Ainsi, en 1907, lorsque la petite communauté juive de Djelfa se fit remarquer par ses dons les plus substantiels pour tout l'arrondissement de Médéa, et c'étaient des dons destinés à aider les Juifs roumains en difficulté après la révolte des paysans en 1907. Donc, moi, j'ai souvent dit à mon mari que mes ancêtres avaient aidé les siens en 1907, puisque je suis épouse Yankou, je suis pas... je suis épouse d'un Roumain d'origine. Et en 1907, Djelfa participe encore à une autre souscription, levée dans tout l'arrondissement de Médéa, en faveur des Juifs de Casablanca. Et enfin, en 1905, la petite ville de Djelfa est sollicitée pour aider les frères juifs de Russie. Et elle ne manqua pas de répondre à cet appel, alors que, je cite le président du consistoire Saadi Ayash, qui est très courroucé, qui dit que la communauté de Boghari s'est retranchée dans un silence obstiné. Et donc, elle suscite son jugement sévère. Voilà quelques données sur cette communauté juive de Djelfa à partir de souvenirs personnels, de lectures fragmentées, parce que ça s'est arrêté en 1980. À cette époque, on pouvait consulter les documents qui dataient jusqu'à la date de 1952. Donc, il y a du travail encore à faire, mais ce sont les éléments que j'ai pu réunir. J'avais fait également un article sur les Juifs du Mzab pour un dictionnaire, le dictionnaire sur l'Algérie et la France. Et j'avais insisté à propos de ces Juifs du Mzab, puisqu'ils ont constitué le gros de la population juive de Djelfa. J'avais insisté sur la religion qui régnait chez ces Juifs des marges désertiques, une religion nourrie de puritanisme, de rigorisme, vieille pratique saharienne bannissant le luxe, un conservatisme outré, mais qui n'excluait pas l'ouverture, les vertus occidentales reconnues des vaccinations et de scolarisation, l'ouverture vers l'Occident. Donc, fétichisme, mysticisme, mais parce qu'au Mzab ont vécu côte à côte deux groupes austères ethno-religieux séparés par des cloisons physiques et morales strictes. Là aussi, dans le Mzab, et d'ailleurs les Juifs de Djelfa en ont hérité, artisanat et petits métiers, ferblantier, chaudronnier, bijoutier, dans des modestes ateliers et avec des outils rudimentaires, mais leur potentialité artisanale était reconnue dans la cordonnerie, dans la menuiserie, dans la forge, etc. Si vous avez des questions à poser, je vais m'arrêter là. Je ne vous ai pas tout dit, mais j'espère vous avoir dit beaucoup. Sur les Juifs de Bou Saada, dans un ouvrage dirigé par Joël Alouche Benayoun, que vous connaissez bien, j'avais fait un article, et il me plaît de dire que sur les Juifs de Bou Saada, on a des évocations extrêmement poétiques et très jolies par la fameuse Isabelle Eberhardt, qui a été cette juive russe éprise d'islam et qui est venue au début du XXe siècle dans les pays musulmans. Et elle était née en 1877 et elle mourut à 27 ans, engloutie dans les eaux d'un oued à Aïn Sefra. Et elle a brossé avec sensibilité et tendresse le tableau de l'oasis de Bou Saada, digne d'une toile de Diné. Diné a été le peintre de la ville de Bou Saada, l'artiste peintre amoureux des paysages, des couleurs, de la lumière et des traditions de Bou Saada.
Et je cite Isabelle Eberhardt, sur laquelle Edmond Charleroux, la veuve de Gaston Defferre de Marseille, avait écrit un énorme volume en 2003, plus de 1000 pages. Boussaada, écrivait Isabelle Eberhardt, elle a embrassé l'islam. Isabelle Eberhardt s'est mariée avec un musulman et Lyautey était extrêmement admiratif de son parcours. Boussaada, écrivait-elle, vêtue de ses jardins obscurs et gardée par ses collines violettes, d'or, voluptueuses, au bord escarpé de l'Oued, où l'eau bruisse sur des cailloux blancs et roses. Boussaada, dorée et sertie dans l'émeraude vivante de ses jardins. Alors, le Boussaada, c'est une oasis. Djelfa, c'était un poste militaire, une sorte de caravansérail. Donc, des littéraires qui ont évoqué Djelfa, on peut citer Gardel avec son ouvrage, le nom m'échappe. Et il y a eu aussi les peintres orientalistes qui étaient amoureux du Sud. Pardon ? Diné. Non, Diné, c'est pour Boussaada, le peintre, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais sachez qu'en 1990, les gens du FIS ont brûlé le musée Diné à Boussaada. C'était les années noires qu'a connu l'Algérie. Oui. Et il a peint des choses magnifiques. Diné, Lumière et Sirocco sur Boussaada. C'est Maxime Noiret, j'avais donné le tableau. Mais Diné, le marché de Boussaada, jeune fille de Boussaada, femme de Boussaada et femme voilée de Boussaada. Et Youssef Nassib, qui a écrit un très bel ouvrage sur Boussaada, a écrit de belles pages sur l'islam, entré dans la vie du peintre, nommé désormais Nasr Eddine, le regard accusateur sur la colonisation qu'a porté ce chantre de Boussaada, qui mourra dans cette oasis dont il a raconté et dont il a peint, je cite, le soleil qui change la couleur de ses rayons, son aube empourprée, son midi flamboyant, son déclin doré, son coucher jauni par la tristesse de sa disparition et son ensevelissement dans les voiles bleutés de la nuit. C'est très joli. Merci Daniel Yancou sur ce midi flamboyant et cette pause poétique. Nous allons nous arrêter et pour passer aux questions. Merci de ce témoignage précieux, nourri par votre mémoire, par la mémoire collective et celle de travaux historiques, avec aussi donc, cette page sur ce moment que peu connaissent, les camps d'internement, avec des ashkénazes blonds, mais peut-être pas tous blonds. Pas tous blonds. Les Anglaises ne sont pas toutes rousses. Peut-être châtain.